Bonjour, bienvenue sur Lueur. Aujourd'hui, nous allons voir que de plus en plus de scientifiques pensent que l'univers est conscient. Même s'il faut bien admettre, de plus en plus ne veut pas dire beaucoup. Mais un changement est en train de s'opérer. Des scientifiques osent sortir du bois et dire ouvertement que pour eux, il n'est plus possible d'expliquer le monde qui nous entoure sans intégrer une vision plus large de ce que nous comprenons comme étant la conscience. Cela paraît de plus en plus évident à un nombre de plus en plus important de personnes que cette conscience ne peut simplement pas résider uniquement dans notre cerveau. Des chercheurs comme Erwin Schrödinger, prix Nobel de physique par exemple, Schrödinger du fameux chat de Schrödinger, pensait que l'univers était peut-être un cerveau gigantesque. Il a dit de manière plus simple que l'univers était un seul esprit et que nous n'en étions que des réflexions, des reflets comme un diamant à facettes qui serait l'esprit et nous serions des éclats de lumière qui viendraient de ce diamant. Il y a de nombreux indices qui permettent de douter d'un univers objectivable, insensible et indifférent, comme ont pu le défendre des gens comme Jacques Monod ou comme Carl Sagan. Jacques Monod qui avait écrit « Le hasard et la nécessité » et qui avait déclaré, ouvrez les guillemets, « L'homme sait enfin qu'il est seul dans l'immensité indifférente de l'univers d'où il a émergé par hasard. » Fin de citation. Et Carl Sagan avait soutenu presque la même chose, je cite, « L'univers ne se montre ni bienveillant ni hostile, simplement indifférent aux préoccupations des êtres chétifs que nous sommes. » Fin de citation. Ce qu'ils assènent n'a pas plus de vérité ou de réalité que de dire strictement l'inverse. On n'en sait rien, personne n'en sait rien. Malheureusement, une telle arrogance sur ce que l'homme est censé être, connaître ou savoir semble satisfaire pas mal de matérialistes qui ont besoin de déclarations péremptoires et de certitudes toutes faites, ce qui les classe à leur corps défendant dans le camp qu'ils abhorrent pourtant, celui des croyants et des crédules. Selon eux, si vous voulez être pris au sérieux, vous devez cesser de croire au Père Noël et cesser de croire que quelque chose de plus grand, plus intelligent que l'homme existe. Vous devez admettre que nous ne sommes rien dans l'univers et que nous sommes les hôtes d'un monde indifférent et froid. Peut-être qu'ils ont raison, mais peut-être pas. Croire que nous sommes la seule étincelle de vie ou de conscience dans l'univers n'est pour moi pas une preuve de sérieux. C'est juste la forme que prend notre arrogance, tellement connue au fil des siècles et des millénaires. Il y a plusieurs manières d'imaginer un univers différent d'un univers purement et simplement mécaniste. L'alternative la plus connue est celle d'une création par un dieu ou une intelligence supérieure et que l'univers a été créé pour arriver à l'émergence d'une conscience complexe comme la nôtre. C'est ce qu'on appelle le principe anthropique fort qui stipule que les observateurs de l'univers, nous, sommes l'aboutissement de cet univers. Selon ce principe, l'univers doit promouvoir le développement d'observateurs. En quelque sorte, il y a une idée de destin, de destinée qui pousserait l'univers à créer des formes de vie, et tout spécialement des formes de vie conscientes d'elles-mêmes, telles que l'humain. Mais ce principe n'est pas forcément le plus convaincant. Les arguments en faveur du principe anthropique fort sont par exemple les très fameux réglages fins du cosmos qui semblent tous converger pour que la vie apparaisse sur Terre. Pour n'en citer que quelques-uns, et il y en a tellement que c'est vrai que cet argument est difficile à ignorer, on peut légitimement se demander comment autant de coïncidences ont pu converger à ce point, si ce n'est pour donner naissance à la vie et peut-être même dans le but de voir des formes de vie hautement évoluées apparaître dans l'univers. Mais les voici donc, ces réglages fins qui appuient la thèse du principe anthropique fort. On peut compter donc parmi eux la gravité, qui semble être une force monumentale, mais elle est en réalité beaucoup plus faible que les autres forces qui affectent les atomes. Si la gravité avait été légèrement plus forte, les étoiles se seraient formées à partir de plus petites quantités de matériaux
et aurait donc été plus petite, avec des durées de vie beaucoup plus courtes. Une étoile typique aurait duré environ 10 000 ans au lieu de 10 milliards d'années, ne permettant pas suffisamment de temps pour les processus évolutifs qui produisent la vie complexe. A l'inverse, si la gravité avait été légèrement plus faible, les étoiles auraient été beaucoup plus froides et donc n'auraient pas explosé en supernovae. Cela aurait également rendu la vie impossible car les supernovae sont la principale source de nombreux éléments lourds qui composent les ingrédients de la vie. Il y a aussi le ratio de masse entre les protons et les électrons. Le rapport entre la masse du proton et celle de l'électron joue un rôle crucial dans la stabilité des atomes. Si ce rapport était différent, les atomes ne pourraient pas former les liaisons chimiques nécessaires à la création de molécules complexes, essentielles à la chimie de la vie telle que nous la connaissons. L'énergie sombre représente une composante mystérieuse de l'univers, agissant comme une force répulsive qui semble accélérer l'expansion de l'univers. Si la quantité d'énergie sombre était considérablement différente de ce qu'elle est, cela aurait pu modifier drastiquement le rythme de cette expansion, potentiellement empêchant la formation de structures cosmiques comme les galaxies et les amas de galaxies. La force électromagnétique responsable des interactions entre les particules chargées, est essentielle à la stabilité des atomes. Si la force électromagnétique était légèrement différente, les liaisons entre les électrons et les noyaux atomiques pourraient être trop faibles ou trop fortes, empêchant la formation d'atomes stables et par conséquent la chimie complexe nécessaire à la vie telle que nous la connaissons. Mais sortons de l'infiniment petit pour donner des exemples peut-être un peu moins abstraits, comme le fait que la très massive planète Jupiter exerce une telle force d'attraction qu'elle a dévié de leur route des objets massifs qui auraient pu entrer en collision avec notre planète et mettre fin à la vie sur Terre. Qu'il aurait cru que la masse d'une planète si lointaine et si énorme puisse influencer le cours de la vie sur Terre. La Lune, elle aussi, est à la parfaite distance et à la masse parfaite pour maintenir une inclinaison à la Terre, la rendant tout à fait viable pour l'apparition de formes complexes. Sans cette inclinaison stabilisée, la vie serait restée à des formes primaires et n'aurait pas pu se développer. Le physicien Lee Smolin, dans son livre « The Life in the Cosmos », dit que même en prenant en compte les réglages fins de l'univers, la chance que la vie émerge n'est que d'1 sur 10 puissance 229, et que la chance ne suffit certainement pas à expliquer cela. En gros, il n'existe pour répondre à cette énigme que l'idée d'une volonté créatrice, une intelligence. Pour les matérialistes, il est inutile d'invoquer un dieu ou une intelligence supérieure, mais devant un tel faisceau de réglages fins pour arriver à quelque chose qui puisse accueillir la vie, ceux-ci n'ont pu proposer que la théorie d'un multivers qui postule un nombre énorme, voire infini d'univers bulles qui apparaissent et disparaissent, et que sur le nombre, la combinaison gagnante a fini par apparaître. On rétorque également aux défenseurs de la solution d'une volonté créatrice qu'un être infiniment intelligent et bon, comme souvent il est imaginé, ne fait aucun sens, car pourquoi un être infiniment bon créerait un monde avec tant de souffrance ? Bon, navré, je dois être un théiste convaincu pour ne pas me sentir anéanti par cet argument, mais je dois dire que je n'arrive pas à le prendre au sérieux. Pour moi, être infiniment intelligent ne veut pas dire être forcément infiniment bon. Par contre, je pense qu'être infiniment intelligent pousse à une sorte d'équilibre qui va vers la préservation et l'évolution, et qu'il n'est pas possible d'évoluer sans confrontation, sans altérité, sans obstacle. Bref, l'intelligence se nourrit des challenges et des difficultés pour grandir. J'ai peine à imaginer un bon Dieu perché sur son nuage qui verrait que tout est bon et qui s'en satisferait. C'est malheureusement cette image qui a été transmise à des générations d'un bon Dieu, Père Noël, et c'est bien pour cela que plus personne n'y croit. C'est évidemment le fin mélange entre le bien et le mal, entre économie et énergie, entre souffrance et plaisir, qui fait toute la richesse de la vie. Donc, si une conscience universelle existe, elle ne doit pas être un Dieu bedonnant et niais qui nous regarde dans sa bonté sans limite, mais une énergie d'exploration et de découverte avec tous les dangers que cela présuppose. De plus, il est même possible d'imaginer une intelligence infinie, mais
sans conscience d'elle-même. Et les exemples ne manquent pas dans la nature. On peut par exemple facilement se représenter qu'un poisson globe du Japon n'aura pas une conscience de lui-même hautement développée au même titre qu'un dauphin par exemple. Pourtant, ce petit poisson est capable de réaliser des compositions dans le sable qui sont des mandalas extrêmement complexes et équilibrés. Des dessins qui touchent à une forme de perfection et qui dénotent une intelligence de cette espèce proprement extraordinaire. Mais une intelligence sans conscience de soi. De plus en plus de scientifiques et de penseurs remettent en question le modèle d'une conscience allant du bas vers le haut, c'est-à-dire une conscience qui partirait de rien, de l'inconscient le plus total, le minéral, vers un développement graduel de la conscience au fur et à mesure de la complexité des systèmes. Selon cette approche, plus on va vers le complexe et l'organique, plus on va vers la conscience. Une pierre, selon ce modèle, n'est pas consciente, un virus n'est pas conscient, une cellule non plus, une plante peut-être, un insecte un peu plus, etc. Mais une nouvelle voie est en train d'apparaître qui n'est ni celle d'un univers aveugle et sans âme, ni celle d'un Dieu créateur, mais celle d'un univers conscient, qui ne soit ni divin ni machine. Il existe une tendance de plus en plus forte, mais minoritaire, qui propose une approche allant du haut vers le bas. Des chercheurs comme le physicien Greg Matloff en sont persuadés. Greg Matloff a écrit un livre qui s'intitule « Starlight, Starbright, Are Stars Conscious ?» Lumière d'étoiles, étoiles brillantes, les étoiles sont-elles conscientes ? Le titre traduit à l'emporte-pièce en français. Il défend l'idée que la conscience est partout et qu'elle se manifeste plus ou moins selon le support et le degré de complexité qui lui est offert. Plus un système offre un milieu interactif important et permet des échanges d'informations, plus le système devrait être conscient. Selon ce physicien, l'intelligence de l'univers pourrait fort bien expliquer la matière noire et l'énergie noire qui, à elles deux, composent 95% de notre univers. Le physicien Bernard Heisch a suggéré en 2006 que la conscience pourrait être produite et transmise par et dans le vide quantique, et que tout système suffisamment complexe et producteur d'énergie pourrait produire de la conscience diffuse. Enfin, et pour pousser cette approche encore un peu plus loin, certains vont même jusqu'à dire que la conscience ne baigne pas tout, comme on pourrait dire que la gravité est partout dans l'univers par exemple, mais plutôt que la conscience est tout. Ce qui est encore fort différent. Pour illustrer cela, que la conscience est tout, je ne trouve pas de meilleure métaphore que celle du rêve. Dans un rêve, nous nous confrontons, comme dans la réalité, à de nombreux objets individuels et à d'autres êtres vivants, humains ou animaux qui viennent pourtant tous de notre propre psyché. Nous touchons des objets, rencontrons des gens, parlons avec eux, nous sentons des odeurs, voyons des choses, rencontrons des obstacles, ouvrons des portes, faisons du cheval, etc. Au réveil, pourtant, nous nous rendons compte que tout cet univers était seulement le fruit de notre psyché. Dans le rêve, nous avons vu des objets, des êtres différents se confronter à nous ou interagir avec nous. Cette altérité, l'objet ou l'être séparé de moi, n'est en réalité qu'une chose, une même entité. Ma psyché prenant différentes formes pour composer un rêve. La cathédrale à laquelle je rêve n'est autre que ma propre psyché m'offrant une image de cathédrale, une image tellement réaliste que je la touche dans mon rêve. Ma psyché m'offre une personne à qui parler et avec laquelle échanger dans mon rêve, qui n'est autre qu'un aspect d'elle-même, un aspect de moi-même dissocié à l'intérieur de mon rêve. Bref, la réalité quotidienne pourrait bien être une conscience en tant que telle, une conscience tellement grande, tellement hors de notre portée qu'elle s'approche du divin. Il n'est pas interdit d'imaginer que cette conscience soit à l'exploration d'elle-même, tout comme nos rêves sont à l'exploration de la psyché qui les crée. Dans ce cas, il n'y a pas de différence fondamentale entre la dissociation cathédrale et la dissociation avatar de moi-même dans le rêve. Pas de différence fondamentale entre l'avatar moi et l'avatar de l'ami auquel je rêve. Cette idée rejoint le message de nombreuses grandes traditions qui disent que tout est unité sous le voile du dissocié et que nous ne formons qu'un. Cette position est souvent attaquée comme étant du solipsisme, l'idée que c'est l'être conscient qui crée sa propre réalité. Or, il n'en est rien.
Le solipsisme, même le solipsisme collectif, qui serait la totalité des consciences créant une réalité pour laquelle existerait un consensus inconscient, ne s'applique pas ici. Non, la conscience serait, pour des auteurs comme Rupert Spira ou pour Bernardo Kastrup, un présupposé ontologique, ou pour le dire simplement, la base de la réalité sur laquelle le monde existe. Dans les deux cas, celui d'une conscience étendue mais inconsciente d'elle-même, comme le seraient nos cellules qui prennent des décisions à leur niveau en s'adaptant aux attaques et conditions de leur milieu, sans pour autant être conscientes d'être des individus séparés, ou dans celui d'une intelligence consciente d'elle-même avec un but défini de développement et de création, d'évolution volontaire, nous nous trouvons devant des modèles de conscience globaux à l'intérieur desquels différents aspects de la conscience se développent, plus ou moins dissociés de la conscience globale ou universelle. Ce qui nous fait parfois penser que nous sommes plus conscients que les autres et de ce qui nous entoure est simplement notre grande capacité à la dissociation. Comme lorsque nous sommes plongés dans notre rêve étant sûrs d'être notre avatar et que nous entrons dans une cathédrale qui n'a rien à voir avec nous-mêmes et qui est faite de pierre. On en est persuadé quand on vit le rêve. Et on donne à cette vision du monde le nom de cosmopsychisme également, qui est une notion un peu différente mais très proche. C'est l'idée du mariage entre panpsychisme et holisme, que tout est une même chose. Le cosmopsychisme expliquerait dans une certaine mesure comment les réglages fins de l'univers sont apparus, ces réglages que j'évoquais auparavant. Ces réglages fins seraient apparus parce que c'est l'univers lui-même qui les aurait fixés, conçus selon les outils à sa disposition et dans les contraintes imposées par la physique. Mais vous, qu'en pensez-vous? Que pensez-vous de cet univers rêve, de cette conscience universelle dont nous sommes des dissociations à l'intérieur même de cette psyché? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. À la prochaine. Ciao.